Salut à tous et bienvenue sur la TV du Mondial pour Autotechno. On va beaucoup parler de voitures connectées ce matin, les risques de piratage, l'arrivée de Waze dans l'auto et des services pour trouver par exemple plus facilement une place de parking et pour remonter des données sur la conduite. Et comme d'habitude, un expert pour donner son point de vue, la start-up du jour et bien sûr la Minute Verte. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Et on commence bien sûr par la revue de presse techno avec Cindy Lavru du CCFA. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf dans la presse ce matin? Alors, 3 infos ce matin. BMW mise sur les véhicules électriques. Les Britanniques n'ont pas confiance dans la voiture autonome. Et enfin, on a une Mercedes qui répond à une question éthique sur la voiture autonome. Alors, on commence par BM et les voitures électriques. Voilà, donc Harald Kruger, durant une interview télévisée, a déclaré que les véhicules électrifiés, donc hybrides, rechargeables et électriques, représenteraient 15 à 25% de ses ventes totales dans 10 ans. Donc si on prend les ventes de 2015, auxquelles on ajoute une croissance moyenne de 2%, ça fait jusqu'à un demi-million de véhicules électrifiés qui pourraient être vendus en 2025. Alors, seconde info du jour, c'est donc les Anglais qui ne croient pas à la voiture autonome. C'est pas tout à fait qu'ils ne croient pas, c'est qu'ils se sentent mal à l'aise. Voilà, ils se sentent mal à l'aise à 55% à l'idée de partager la route avec des véhicules autonomes. Et ils sont seulement 28% à n'y voir aucun inconvénient. D'ailleurs, ils manquent de confiance dans la technologie parce qu'ils estiment qu'une voiture autonome ne serait pas capable des mêmes interactions avec les autres usagers de la route que ne l'est un être humain. Et donc 68% des Britanniques voudraient que le conducteur soit toujours capable d'être en contrôle de son véhicule. Alors, la troisième info du jour, c'est enfin peut-être la réponse à une question qu'on se pose par rapport à la voiture autonome. Va-t-elle tuer le piéton ou le conducteur au volant? Voilà, et Mercedes a tranché et il sauvera plutôt la vie de son conducteur. Donc c'est évidemment, il faut rappeler que c'est un cas hypothétique, que ça n'arrive que si un accident impliquant une victime est inévitable. Et dans ce cas-là, Mercedes quand même précise que la technologie de conduite autonome devrait éviter 99% des accidents, donc c'est un cas rarissime. Mais il choisira plutôt, si une seule vie est garantie d'être sauvée, de sauver celle du conducteur. Alors Cindy, avant de se quitter, on va regarder une photo, parce que grâce à toi, on connaît notre plus jeune fan. Il a 7 ans, voilà, et il regarde la TV du Mondial, alors en replay. De qui s'agit-il? Il s'agit de Lucas, c'est le fils d'un ami, et en fait, il est très très intéressé par les voitures, en particulier avec Porsche. Donc il a des goûts affirmés pour son âge. Mais voilà, plutôt que de regarder les dessins animés, il est branché sur la TV du Mondial. Eh bien, on salue ce petit bonhomme. Bon, bien sûr, il est à l'école, on l'imagine en ce moment, mais en tout cas, on sait qu'il aime les voitures. On lui fait un petit salut. À suivre dans un instant, la cybersécurité. Merci. Et on accueille sur ce plateau Paul Labrogère de Systemix. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le directeur du programme autonome au sein de cet institut de recherche technologique. Alors que les voitures sont de plus en plus connectées et demain autonomes, est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter par rapport aux hackers ? Effectivement, on assiste à une médiatisation assez récente en fait, un certain nombre d'attaques sur les véhicules. Par exemple, l'année dernière, on a eu deux chercheurs américains qui ont pris le contrôle à distance des fonctions vitales d'une Jeep Cherokee. Plus récemment, une équipe de chercheurs a pris aussi le contrôle d'un certain nombre de fonctions sur un véhicule Tesla. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces attaques, elles utilisent souvent des composants grand public, des logiciels qui sont partagés. Donc pour l'instant, qu'elles soient ludiques ou pour la recherche ou pour le vol, ces attaques, elles concernent un nombre réduit de véhicules. Mais on peut imaginer dans le futur, effectivement, que ces attaques s'étendent et puissent remettre en cause la sécurité des transports. Quels sont les points vulnérables aujourd'hui dans une voiture connectée ? D'une façon générale, les surfaces d'attaque se multiplient, tout simplement parce qu'on assiste à une multiplication du nombre d'objets connectés dans le véhicule. Alors, il y a la prise USB par exemple, les liaisons sans fil. La prise USB, les liaisons sans fil, mais également la prise diagnostique, la connexion Internet pour les services d'infotainment. Voilà, donc les surfaces d'attaque s'enrichissent et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une approche systémique par rapport à ce problème de la cybersécurité. Alors justement, en France, il y a donc une agence qui s'occupe de la sécurité informatique et donc Systemix, son rôle, c'est de fédérer les différents acteurs du transport.
Absolument. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc est l'agence gouvernementale qui va apporter son soutien aux entreprises, aux administrations, donne un certain nombre de recommandations ou de recommandations en termes législatifs. Et on a également la gendarmerie qui a créé l'Observatoire central des systèmes, intelligents, des systèmes intelligents de transport. Tout ça également dans le contexte du plan NFI véhicules autonomes piloté par Renault, a donné naissance au sein de l'Institut de recherche technologique Systemix à un grand projet autour de la cybersécurité qui a l'originalité de réunir non seulement des acteurs de la filière automobile, mais également de la filière aéronautique et ferroviaire autour de cette problématique. Et d'ailleurs, on se souvient qu'aux États-Unis, un type avait pris le contrôle d'un avion, en passant par le système multimédia de bord. Bon, à l'arrivée, le FBI l'attendait évidemment pour lui poser quelques questions. Donc c'est une réalité quand même. Je ne commenterai pas là-dessus, je ne pense pas que ce soit une réalité en l'occurrence. Bon, il s'est peut-être vanté alors. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe, je crois, une structure aux États-Unis où en fait les constructeurs, tous les acteurs de l'auto sont réunis autour de la cybersécurité. Alors il existe différentes structures au travers du monde. Je dirais que les grands enjeux à la fois technologiques sont autour de comment mieux concevoir le véhicule autonome et connecté, donc utiliser des architectures permettant par exemple la protection en profondeur avec différents niveaux de protection, mais également autour de la gestion de la flotte de véhicules connectés. La complexité liée à la mobilité du véhicule implique qu'on va mettre en place des stratégies de surveillance différentes, qu'on va devoir mettre en place également des stratégies pour le maintien en conditions opérationnelles de sécurité et donc la mise à jour des logiciels. Donc c'est un problème très compliqué et assez nouveau par rapport au monde IT standard. Pour revenir à la voiture, donc évidemment, les concepteurs n'avaient pas prévu qu'un jour on puisse attaquer de façon informatique, donc ils sont en train de préparer la prochaine architecture électronique. C'est ça, c'est-à-dire qu'au sein de l'Institut de recherche technologique Systemix, nous ne travaillons pas sur la sécurisation des véhicules commercialisés aujourd'hui. Les constructeurs, les équipementiers ont leurs propres équipes et maîtrisent tout à fait ces choses-là. Nous, on s'intéresse aux architectures des futurs véhicules et bien sûr, les recommandations qu'on pourra faire devront ou pourront être utilisées avant 2020, mais c'est plutôt ces véhicules du futur qu'on vise. Paul Labrogère, merci. On parle de Waze dans un instant. Benoît Joly de Renault est avec nous, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur marketing pour les véhicules connectés, les services. Alors, Renault profite du mondial pour montrer un certain nombre de choses dans la connectivité, et notamment Waze qui arrive à bord de Airlink dans le cadre d'un partenariat exclusif. Tout à fait. Donc Waze, pour une première fois, sort des conférences, je dirais, technologiques à la Google pour travailler avec un constructeur dans l'intégration de son application dans les véhicules. Donc on a du coup une intégration qui bénéficie de notre expertise véhicule et qui combine un peu les deux savoirs. Alors on le fait via le Android Auto, qui est en fait une sorte d'application, système d'exploitation qui, en connectant le smartphone au véhicule, permet de répliquer les fonctions du smartphone dans le véhicule. Et ça c'est nouveau parce qu'avant Airlink ne le faisait pas. Alors avant Airlink ne le faisait pas, et en effet on va déployer cette technologie en partenariat d'un côté avec Android pour Android Auto, mais aussi avec Apple pour CarPlay. On va déployer ces technologies dans nos véhicules en 2017, ce qui va permettre aux utilisateurs de retrouver leurs applications préférées qui viennent du monde du smartphone dans la voiture. Et Waze est une excellente démonstration de cette capacité qu'on va mettre à disposition de nos consommateurs. Oui, parce que ceux qui veulent échapper aux bouchons en région parisienne, en général, consultent Waze assez souvent. Oui, c'est vrai que Waze est très populaire en France. Les gens de Waze vous diraient que la France est un pays à la fois très en avance dans l'utilisation de l'application, qui est un gros pays pour eux en termes de base installée. Donc c'est vrai que les bouchons favorisent l'utilisation de Waze. Alors, la tablette Airlink est compatible avec Android Auto, mais aussi avec CarPlay, ou va le devenir. Alors, tout à fait, donc on va en 2017 déployer sur les tablettes Airlink 2, CarPlay également, pour s'assurer que les possesseurs d'environnement Apple puissent retrouver également leur écosystème applicatif dans la voiture directement.
Alors sans trahir de secret, parce que je crois que des annonces sont prévues prochainement, Renault est en train de revoir en fait complètement sa stratégie par rapport aux services connectés. Alors en effet, on est en train de considérer le véhicule faisant partie de la vie digitale. On reste dans notre domaine de simplifier la vie des utilisateurs, d'ajouter une sorte de compagnon intelligent, donc ce sont nos totems de marque, et du coup on essaie de décliner ça dans la notion de connecté. Donc ça veut dire que la voiture se connecte à l'écosystème, ça veut dire qu'on veut apporter son écosystème digital de son smartphone dans sa voiture, et le tout de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive, et faire une sorte d'expérience complètement intégrée. Alors je vous ai déjà vu faire des conférences, il y a une question que vous posez toujours en préambule, c'est par rapport au lien entre smartphone et client. Est-ce que je connecte ça ou est-ce que c'est... Voilà, c'est vrai que j'aime bien poser la question parce que ça pose bien le débat de savoir si je connecte le smartphone à la voiture ou la voiture au smartphone. Est-ce que je me dois me loguer dans ma voiture avec mon compte Gmail ou est-ce que j'ai un compte Renault? Évidemment, il n'y a pas de réponse universelle. Ce qu'on est en train de démontrer, c'est que les deux sont intimement liés et que l'utilisateur qui au final choisit, ce qu'il veut simplement, c'est retrouver une expérience complètement continue et intégrée. Aujourd'hui, je crois que la vraie révolution pour tous les constructeurs, c'est de sortir du silo des plateformes intégrées dans la voiture et de considérer que la voiture est un élément, un objet connecté qui s'intègre dans l'ensemble de l'écosystème connecté de ma vie quotidienne. Alors je ne sais pas si vous avez eu vraiment le temps d'aller voir ce qui se passe au sein de la concurrence, mais la voiture connectée, elle est partout ici sur le mondial. Alors elle est partout, après avec des degrés de maturité différents, ce qui est intéressant, mais on voit qu'il y a une approche systémique justement d'aller vers ce domaine, avec des questions qui se posent évidemment sur les business models, sur la monétisation, mais ce qu'on voit quoi qu'il arrive, c'est que l'utilisateur le demande. Rester en dehors de ça, ce serait quelque chose, je dirais, de complètement à côté de la plaque par rapport aux demandes des consommateurs. Et puis, encore une fois, ça vient enrichir l'expérience de conduite. C'est qu'on est en train de créer des expériences qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes, plus intelligentes. Et au-delà, je dirais, de ce qu'on peut faire dans sa voiture, on voit que cette connectivité permet aussi de créer de nouveaux services de mobilité. Donc on est en train de passer de l'objet à l'usage de l'objet. On est en train de passer de la voiture à l'expérience. Une question rapide sur Waze qui arrive donc dans la voiture, une fois de plus. Ça sera plus facile parce que c'est intégré pour les conducteurs de remonter des infos quand ils voient un bouchon, un accident par exemple? Alors en effet, ce que Waze a extrêmement bien travaillé dans son interface intégrée dans la voiture, c'est justement l'accès direct à toutes ces fonctions de remontée d'informations, de signalement d'obstacles ou de problématiques directement depuis l'écran intégré de la voiture. Et ils ont repensé beaucoup leur interface pour s'adapter à cette spécificité. Donc on est certes dans la continuité, on retrouve l'expérience de Waze, mais par contre ils ont vraiment bien profité des capacités de la voiture et notamment de la taille et de la position de l'écran pour que l'ergonomie de leur expérience utilisateur soit adaptée à ça. Benoît Joly, merci. On continue justement à parler de services connectés dans le débat du jour. Et pour le débat techno du jour sur la voiture connectée et ses services, je reçois une belle brochette d'invités. Franck-Louis Victor pour Coyote, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc directeur du développement. Vous avez à côté un assureur, Julien Hu. Bonjour. Pour Amaguise. C'est donc le groupe AMA. Hein, c'est Groupama avec la marque Amaguise et la marque Renault Assurance. Nous avons pour Orange un opérateur, Jacques Garcin. Bonjour Laurent. Responsable du département de véhicules connectés. Et pour TomTom, Nicolas Burger. Bonjour. Bonjour. Nicolas Burger, donc vous êtes directeur marketing pour l'automobile. Alors peut-être d'abord une réaction de Coyote, on vient de parler de Waze. C'est des gens que vous connaissez bien, qui sont plutôt sur le même segment que vous. Une petite réaction? On est dans la même industrie. Pour nous, le fait que Waze arrive sur Airlink, quelque part, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi la nouvelle que la plateforme est dynamique. En fait, nous accompagnons Renault depuis 2012 sur Airlink, donc c'est pas une nouveauté. Le fait qu'il y ait une navigation connectée sociale qui vienne en complément du meilleur système d'alerting social, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que vous êtes une application communautaire, mais le service, ça va bien au-delà des zones de danger. Alors, c'est principalement, Waze dans son ADN, en fait, vient de la navigation et du trafic. Nous, dans notre ADN, nous venons de l'alerte. D'ailleurs, et vous faites le chemin inverse parce que oui, on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a rajouté de la navigation et qu'on va encore améliorer parce que la navigation, c'est un très bon support pour l'alerte. Donc c'est assez naturel pour nous. Voilà, maintenant, il y a des modèles économiques et il y a des choix qui sont faits qui sont assez différents. Nous, la moitié de l'écran est pris par l'alerte.
Waze, la moitié de l'écran est pris par la pub. C'est sans jugement aucun, c'est-à-dire que c'est pas le modèle économique, c'est pas le même. En tout cas, pas de pub chez vous. Ah bah non, pas du tout, c'est pas du tout le truc. On est là pour alerter en fait, et indiquer à quelle vitesse il faut rouler, pas pour aller acheter effectivement de la lessive, c'est pas notre... Et c'est vrai que savoir à quelle vitesse rouler, c'est quand même très pratique, parce que souvent ça change et on ne le sait pas. Exactement, c'est exactement le principe. Et puis ça change ou il n'y a pas le panneau, pour tout un tas de raisons. Les collectivités n'ont pas forcément les moyens d'investir dans les infrastructures. Nous, on vient finalement avec une infrastructure virtuelle, une signalisation virtuelle. Donc, oui, la communauté, combien d'utilisateurs à ce jour ? C'est 5 millions, hein, ça grossit. D'ailleurs, pour l'anecdote, par rapport à Waze, on n'a jamais eu autant de membres de la communauté que depuis que Waze est là. Je pense que quelque part, Waze est aussi très puissant en France parce qu'il y a les coyotes. Voilà, c'est une espèce d'entrain mutuel. C'est l'effet meute. C'est le choix d'Autotechno, c'est de parler donc des services connectés. On a déjà eu l'occasion, depuis le début du mondial, de parler de l'intégration du smartphone, et on vient de le faire juste avant. Alors, ce qui fait la différence, c'est le service. Par rapport à ce point, Jacques Garcin, quelle est votre vision chez Orange ? La vision d'Orange sur le sujet, c'est que le smartphone du client, l'outil de communication que nous avons tous dans notre poche et toute la journée, doit rester l'élément clé de la communication dans le véhicule. Nous exigeons, et nos clients exigent, que leur communication soit possible à leur domicile, soit possible dans les lieux de travail, et soit bien évidemment aussi possible dans leur véhicule. Et donc, alors il paraît d'ailleurs que c'est le premier critère d'achat aujourd'hui, c'est est-ce que mon smartphone s'intègre dans le véhicule. C'est effectivement un élément de plus en plus important, et donc nous veillons à ce que les smartphones que nous distribuons puissent être utilisés dans les véhicules. Alors, même question pour TomTom, donc votre approche du service. Donc aujourd'hui, le service, il y a plusieurs générations. Donc nous aussi, on a accompagné Renault à son commencement sur les services connectés à partir de 2008. Où on était représents dans Renault, Carmina, TomTom. Aujourd'hui, on offre un bouquet de services qui se compose de l'information trafic. On est leader en Europe et il y a plus de 6 grands constructeurs qui utilisent notre trafic, notamment Toyota, Kia, Hyundai, Renault, PSA depuis cette année, Fiat et bien d'autres. Et donc ça, c'est notre, on va dire notre vaisseau amiral qui est reconnu par tous nos clients. Et au-delà de ça, on va rajouter d'autres services, l'information sur les zones de danger et puis sur les speedcams dans les autres pays. Ça en fait partie, bien sûr. Ça en fait partie. Et puis cette année, donc on a lancé lors du mondial les parkings, le service parking information en temps réel. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais surtout, vous avez fait une étude sur les attentes des clients. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait comme service connecté ? Alors effectivement, on a fait une étude client. En fait, c'est ce qui ressort. On va dire il y a des besoins primaires pour les propriétaires de voitures qui sont les utilisations en situation de conduite. Donc la mise à jour de la carte en temps réel avec les services qu'on a énoncés, ça fait partie vraiment de ces besoins primaires. L'information sur les parkings aussi, parce qu'on a besoin en situation de conduite. Donc après, on a ce que j'appelle les services secondaires. Donc c'est les services de mobilité qui sont en lien avec la voiture, mais quand on est en situation extérieure à la voiture. Donc on a typiquement le fait de pouvoir préparer un itinéraire en dehors de la voiture, de pouvoir contrôler son trafic avant d'aller à son rendez-vous. Et puis enfin tout ce qui est navigation multimodale, donc le fait de pouvoir basculer d'un mode de transport à l'autre. Donc ça fait partie vraiment des attentes des clients. Ça veut dire que je sors de la voiture, j'ai la suite d'itinéraire sur mon smartphone par exemple, et je sais où je vais trouver une station de métro ou de RER. Exactement. Donc quand on parle du multimodal, c'est aussi l'approche covoiturage, c'est le fait de pouvoir dire, voilà, je peux aussi prendre une voiture qui va s'arrêter pour m'emmener à mon rendez-vous. Ou décidez-moi si par exemple j'ai envie de prendre quelqu'un en stop sur le trajet que je fais. Exactement. Donc ça fait partie on va dire, deuxième niveau d'attente des clients. Et le troisième niveau, alors ça je le projette en termes de temps dans une échelle de 3 à 5 ans, avant que effectivement la voiture autonome soit vraiment démocratisée, c'est tout ce qui est lié à la possession de la voiture. Donc alors là on s'est adressé aussi à je pense qu'il y a 2 niveaux d'attente. Il y a les attentes pour les propriétaires de voitures, il y a les attentes pour les autres. Donc je pense que pour les autres, cette notion de car sharing est beaucoup plus importante, elle serait plus haute dans l'échelle des attentes. Mais pour les propriétaires, ça vient seulement en 3e lieu aujourd'hui.
Merci. Alors, puisqu'on a un assureur, on va en profiter. Donc, Julien Hu d'Amaguise. Alors, vous avez été l'un des premiers à instaurer ce qu'on appelle le Pay-as-you-drive, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit boîtier dans la voiture. Et la suite? Alors c'était exact. En 2008, quand on a lancé Amaguise, on voulait être un peu différenciant. Donc on a lancé le Pay-as-you-drive en 2008. C'était l'assurance au kilomètre. En 2015, on a mis du comportement. C'est-à-dire aujourd'hui, en fonction si vous freinez, le nombre de kilomètres que vous faites aussi, mais la distance, le nuit, le jour, les virages. Dans ces cas-là, on a une réduction de l'assurance. Et là, on est aussi fiers de se dire que pour le mondial avec Renault Assurance, on a une offre connectée aussi. Moi, ce qui est important et ce qu'on voit aujourd'hui dans le développement de l'assurance, dans tout ce que vous avez dit, c'est que l'assurance, vous avez un véhicule, vous devez être assuré. Et les nouveaux usages qui sont le covoiturage, qui sont le carpooling et l'ensemble des nouveaux usages qui arrivent, aujourd'hui, l'assurance est primordiale. Et nous, on pense que l'assurance doit rentrer dans le véhicule et doit être connectée, doit être un des services du véhicule. Au même titre que j'achète ou j'ouvre mon Coyote, demain, peut-être que je m'assurerai pour mon trajet. Le Pay-as-you-drive, plutôt pour en viser une clientèle de jeunes conducteurs? Alors, sur le Pay-as-you-drive, on est plutôt sur de l'urbain. J'utilise peu mon véhicule en semaine, je suis dans les transports en commun, donc j'utilise mon véhicule peu, donc j'économise de l'argent. Le Pay-as-you-drive, c'est de l'urbain, du CSP, on est quand même sur de la technologie. On a un smartphone, on a une réplication, on peut voir ses trajets, on a différents services qu'on a mis dans l'application. Donc on est plus sur du CSP+, et toujours un peu sur l'urbain. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte ou pas d'avoir un boîtier connecté et les services qui vont avec dans le véhicule? Alors, si on a un sens et si on le comprend, en fait, si on est transparent, un des rôles de l'assureur, c'est bien d'avoir une relation de confiance. Et vous avez une relation de confiance aujourd'hui avec votre assureur, donc vous êtes prêt à partager. Et l'assureur, aujourd'hui, connaît beaucoup de choses sur vous. Vous faites un tunnel de souscription, vous voulez souscrire une assurance, vous posez beaucoup de questions. On a beaucoup d'informations déjà. Il nous manquait l'information de conduite, une nouvelle information. Et si les gens trouvent une économie ou un service derrière ça, et le service, ça peut être l'économie, ils acceptent assez facilement. Alors, chez Coyote, Franck Lévy-Victor, vous connaissez bien Amaguise, parce que vous avez des liens, finalement. Historique. Et notamment, ils vous ont suivi sur le côté dashcam avec la caméra pour enregistrer les accidents. Oui, alors en fait, la dashcam, c'était une première étape pour Coyote dans l'acquisition de données, on va dire, un peu plus enrichies sur la conduite pour je dirais, optimiser, amplifier, élargir le service. Il y a d'autres étapes qui viendront entre Coyote et le monde de l'assurance, évidemment. Coyote, on va dire, traitant 3 grandes problématiques. La voiture, elle me coûte. Alors elle me coûte effectivement si par inadvertance je roule 1 kilomètre trop vite, voilà. Mais elle me coûte aussi via mon assurance, elle me coûte via mon financement, on parlait de propriété avec M. Berger tout à l'heure. Et puis elle me stresse, donc là elle me stresse, donc c'est les bouchons, c'est un rétrécissement que je n'ai pas vu, un virage dangereux, donc ça on va aussi le traiter à l'avenir. Et elle est dangereuse pour moi et ceux qui comptent le plus pour moi. Voilà. Et le danger, au-delà des zones de danger que vous aviez effectivement... Il y a le danger tout court. Il y a le vrai, il y a le danger, exactement, qui est effectivement un virage dangereux qu'on n'a pas forcément anticipé. Il y a un céder le passage à la croisée des chemins, etc. Et ça, on travaille effectivement avec notre partenaire cartographe pour délivrer un service qui améliore sensiblement la sécurité routière et la prise de conscience individuelle du conducteur. Comment s'est vu Julien Hu dans le monde de l'assurance, l'arrivée de la voiture connectée? On voit ça comme étant un facteur de progrès ou pas? Oui, la question, on doit connaître quel est le métier de l'assureur. C'est quoi le métier de l'assureur? C'est sur des données mettre un prix. Si j'ai plus de données demain, je peux mieux justifier et je peux mieux dire le prix aujourd'hui que mon client doit payer. Si on a le partenariat qu'on a avec Coyote, c'est de dire c'est une nouvelle donnée qu'on avait, c'était la dashcam, c'est l'information de l'accident. C'est une nouvelle donnée qu'on met à disposition et donc qui nous permet de mieux gérer nos sinistres. Alors je reviens à TomTom et donc à votre offre sur les parkings. Donc vous proposez en fait, c'est un peu sur le même modèle finalement que vous avez fait pour le trafic. On remonte plein de données, mais là cette fois ça sert à aider le conducteur à trouver une place de parking. Oui, effectivement. Donc le savoir-faire de TomTom, donc sur le trafic, c'est de collecter un maximum ce qu'on appelle de probes. Donc c'est des capteurs. Donc en l'occurrence, ces capteurs, c'est soit des smartphones avec lesquels on a un accord. Donc c'est par exemple le cas des téléphones Acer et puis surtout des téléphones Apple où les positions nous sont remontées et on peut avoir des traces. Et donc l'ensemble de ces traces peuvent être utilisées donc soit pour le trafic pour identifier des goulets d'étranglement et des ralentissements par rapport au flux normal, soit ça permet aussi de détecter des départs ou des arrivées
de voitures. Et donc tout le principe du service qu'on peut voir à l'écran, c'est d'identifier en fait en termes déjà de probabilité 15 minutes par 15 minutes, quelles sont les rues où il y a le plus de possibilités de c'est des probabilités en fait. Hein. C'est des probabilités. Donc en fait, on va lancer notre service en 2 étapes. Donc la première étape, donc, qui a été annoncée au Salon de Paris, où on a cette possibilité d'avoir ces calculs de probabilité et aussi du temps, d'estimation de temps pour trouver une place. Donc ça va venir se rajouter à l'estimation de temps pour arriver à cette destination. On pourra rajouter la prévision du temps de parking. Donc ça va permettre d'être plus fliable sur son arrivée à un rendez-vous. Et puis dans un deuxième temps, donc on va agréger en plus des données en temps réel qui vont permettre d'avoir une finesse plus importante pour trouver une place de parking. Donc ça sera l'année prochaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des partenariats. Il y a notamment en ce moment Bosch et Mercedes qui travaillent là-dessus en Allemagne. Et donc, en fait, là, on se sert des capteurs en fait, d'aide au stationnement de la voiture qui scannent en fait le long de la rue les places de parking disponibles. Ça passe par le cloud et c'est renvoyé en tout cas directement dans les voitures. Jacques Garcin, on voit qu'aujourd'hui, tout communique. On est pratiquement dans l'Internet des objets quelque part. On est dans l'Internet des objets. Et nous venons de créer chez Orange une nouvelle direction dans le cadre de la direction des nouveaux usages qui s'appelle Smart Life dans le cadre d'Orange France, qui a pour objet de traiter tous les sujets relatifs aux objets connectés et le véhicule devient un des objets connectés traités dans cette direction. Et nous donnons de plus en plus d'importance à ce sujet puisque on sait tous que demain, il y aura plusieurs centaines de milliards d'objets qui seront connectés les uns avec les autres. Et nous devons travailler sur ce sujet, y compris peut-être avec le développement de ce nouveau réseau LoRa qui permettra à tous ces objets... LoRa, c'est le réseau sans fil pour ces fameux objets connectés. Pour des petits objets, il y a une faible consommation. Des objets qui... dorment parfois et qui se réveillent une fois de temps en temps pour vérifier s'il y a une info qui arrive ou s'ils ont une info à distribuer. Alors chez Coyote, qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'application communautaire pour les parkings? Alors on vient de signer un partenariat avec Parcopédia, donc dire que c'est très inspirant parce que voilà, Parcopédia est un acteur majeur. Le Wikipédia du parking. C'est le Wikipédia effectivement du parking, avec un nom qui a été bien choisi par son fondateur. L'idée étant d'intégrer le service Parcopédia dans nos systèmes dans les mois qui viennent, avec du on-street parking, avec du off-street parking aussi. Alors pour moi, le parking, c'est un vrai énorme sujet. C'est-à-dire que, étant en partie parisien et provincial, c'est-à-dire que tourner 3 quarts d'heure pour trouver une place de parking rue de Châteaudun, c'est quelque chose qui me rend fou moi-même, et c'est pour ça que j'ai absolument insisté à l'époque pour qu'on signe un partenariat avec Parcopédia. Il n'y a pas que le fait de trouver, d'avoir un bon système de place, d'algorithme pour trouver la place. C'est toute l'intégration en fait dans le parcours client qui est pour moi absolument majeur. De dire voilà, quand je cherche une place, quand je cherche un parking aujourd'hui, je suis dans ma nav, quelle qu'elle soit, voilà, complètement agnostique. Il faut que je tape parking et là ça me trouve une liste de parking, c'est top. Je ne sais pas lequel prendre, lequel est vraiment dispo, etc. Maintenant, ce qu'on ajoute quand même, c'est le nombre de places disponibles. Oui, alors quand c'est possible, c'est pas toujours le cas. Et donc, quelque part, moi, ce que j'ai besoin d'avoir dans ma voiture, c'est un bouton qui me dit, tant qu'elle n'est pas autonome, parking, puis j'ai pas besoin de réfléchir, enfin, je réfléchis à d'autres choses, parking, trouve-moi une place, débrouille-toi, paye la place, et basta. Voilà. Et tu sais déjà que je vais y rester 2 heures, donc paye-moi 2 heures, et puis ce sera réglé. Et en fait, pour moi, l'enjeu, au-delà il y a l'algorithmie pour trouver la place, et on a des partenaires, je pense, communs pour le faire, c'est l'intégration. C'est le bouton, c'est le simplicité sans couture. Ouais, c'est la simplicité. Je pense que l'un des très gros enjeux, M. Garcin le disait, il va y avoir des milliards d'objets, ça va être complètement génial. Ouais, bof, on va encombrer le ciel, la planète d'un tas de sources de connexions, de machin. Et le cerveau humain n'est pas forcément capable, à mon sens, de suivre cette évolution-là, du moins aussi vite. Et donc il va y avoir un énorme enjeu de simplification à l'extrême des interfaces, de la user experience. Voilà, ça va être là l'enjeu, à mon avis, dans les années qui viennent. Simplifier la UX, on va dire, la user experience, ça veut dire derrière avoir une sophistication extrême pour dire, oui, ok, j'ai compris que tu voulais te garer, je sais quelle voiture tu as, je sais qu'elle fait 5 mètres de long,
Je sais que tu as un badge handicapé. On sait que vous allez rue de Châteaudun. Voilà, on sait que voilà, et c'est là la magie du système. Hein. C'est un peu comme les bots, vous savez, avec Alexa, etc., qui envoie des fleurs à Caroline ou à je sais pas qui. Il sait qui est Caroline, il sait quelle fleur elle aime. C'est ça la magie du système. Et le parking, à mon avis, c'est ça l'enjeu en fait. À force d'avoir votre voiture chez Caroline, il a fini par comprendre, c'est vrai. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de données, il y a les données liées à la conduite, il y a les données privées. Alors c'est vrai qu'il y a tout un tas de débats autour de ces questions. Comment on traite ça chez l'assureur justement ? On est habitué à traiter de la donnée confidentielle et la première donnée qu'on va gérer, c'est vos données de santé. Aujourd'hui, on est assureur santé et on a bien différentes informations que vous nous remontez pour vous payer quand vous êtes chez le médecin, quand vous êtes à l'hôpital. La donnée doit être traitée selon les règles. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui avec la CNIL. Il y a un partenariat, enfin pas un partenariat, il y a une réglementation qui va arriver avec la CNIL. Et on discute aujourd'hui, parce que la deuxième bataille, c'est la donnée va être chez les constructeurs, la donnée va être chez dans l'aftermarket avec des TomTom ou des Coyotes. C'est comment on partage ces données, que chacun puisse faire du service autour de ça. Est-ce que demain, il y aura l'Amadeus, l'équivalent d'Amadeus pour la voiture? Je pense que oui, que chacun puisse se connecter dessus, chacun puisse faire son service et développer ses services. Et la bonne nouvelle qui est du parking, la bonne nouvelle qui est Laura, la bonne nouvelle qui est Coyote, c'est que les voitures vont être connectées et les clients vont connecter leur véhicule pour avoir du service. Et donc l'assurance pourra venir derrière comme un service supplémentaire. Même question sur les données par rapport à Orange. Nous avons un service qui s'appelle DataVenu qui gère justement toutes ces questions relatives aux remontées de données. Et la décision qui a été prise récemment, la décision de la Cour d'appel de septembre dernier, donc il y a quelques jours, traite de ce sujet. C'était par rapport à des véhicules d'entreprise, hein, des flottes. C'est 20 000 boîtiers de notre flotte. Loin de moi l'idée de commenter cette décision de justice. Elle est prise, elle est en appel, et nous avons 3 mois pour prendre les bonnes dispositions. Et nos services, tous les services impactés sur le sujet, travaillent sur la réaction et ce que nous allons devoir faire suite à cette décision. Mais ce qui avait été décidé dans la mise en place de ces boîtiers avait pour seul objectif, bien évidemment, la gestion de la flotte, l'amélioration de la flotte, et on va vers des évolutions jurisprudentielles sur le sujet, de toute évidence. Sur les données toujours, parce que chez TomTom, en fait, vous utilisez les automobilistes hein, comme des sources d'information pour le trafic, pour le parking aussi. Ces données sont traitées de façon anonyme, j'imagine. Ouais, complètement. On a effectivement un security officer chez TomTom qui a vraiment la mission d'apporter cette sécurité absolue aux données. Et je vais raconter une anecdote qui est assez amusante. Il y a à peu près 2 ans, TomTom a été sollicité, je crois que c'était par les médias, qui laissait entendre que des policiers avaient verbalisé des utilisateurs parce qu'ils avaient pu détecter que sur les traces TomTom, il y avait quelqu'un qui allait trop vite et donc il était en excès de vitesse. Bon, c'était absolument faux, bien entendu. Notre PDG est monté au créneau et on a expliqué effectivement notre philosophie de données. Donc ce qui est évident, c'est que toutes les données en fait sont anonymisées quand elles sont reçues et donc on ne conserve aucune donnée personnelle. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui nous différencie, par exemple, par rapport aux sociétés comme Google, qui font la commercialisation de ces données à des buts commerciaux évidents. Alors, puisqu'on parlait d'Internet des objets, je voudrais vous montrer une photo. C'est celle d'une aire de repos connectée. Et oui, figurez-vous que sur l'autoroute A10, en Eure-et-Loire, Orange, avec donc son fameux service DataVenu d'ailleurs, a mis en place des capteurs et donc une suite logicielle. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien, à informer l'exploitant de l'autoroute tout ce qui se passe au niveau des sanitaires, des déchets, et ça va jusqu'aux places de parking disponibles, et même la température de la chaussée, pour savoir s'il faut traiter ou pas. C'est ça l'avenir, Jacques Garcin, la route connectée directement? La route connectée, le véhicule connecté, et puis le passager connecté et le conducteur connecté. Est-ce qu'on doit élargir la totalité de cette connectivité sur les personnes et sur les aires de repos, par exemple? Ça paraît une évidence et nous avons tenu à ce que les réseaux soient parfaits sur l'ensemble de nos routes et de nos autoroutes. Et un petit appareil a été commercialisé il y a à peu près 2 ans qui s'appelle l'Airbox Auto, qui permet de créer un univers Wi-Fi dans votre véhicule, une carte SIM, et qui vous permet d'accrocher le meilleur réseau là où vous vous trouvez
Et il faut que le réseau soit efficace et c'est notre objectif. Alors, quelques questions rapides. D'abord, TomTom. Aujourd'hui, on a des véhicules qui commencent à se parler entre eux. C'est le cas chez Mercedes pour la classe E et dans les années qui viennent, ça sera le cas de plus en plus. C'est une opportunité ? Alors bon, effectivement, on parlait là juste à l'instant de la connexion. Bon, je pense effectivement quand on parle de prospective, on va avoir de plus en plus de communication, soit communication de la voiture vers des serveurs centraux, soit des communications voiture sur voiture. Mais je pense qu'au-delà de cette technologie, je pense que ce qui importe... Parce que ça fera des capteurs en plus finalement. Tout à fait, oui. Donc effectivement, donc on a cette volonté chez TomTom d'agréger de plus en plus de données pour l'utilisation des conducteurs. Donc par exemple, quand on pense aux conditions météo qui peuvent être source d'accidents, le fait de pouvoir récupérer des informations sur le givrage, sur le patinage des roues, ça peut être des informations qui peuvent être envoyées au cloud, qui peuvent être intégrées dans nos serveurs sur l'information trafic et redescendues aux voitures pour pouvoir prévenir effectivement les utilisateurs. Alors, question pour Coyote, vous êtes un acteur qui œuvre finalement en faveur de la sécurité routière. C'est peut-être pas ce qu'avaient prévu les associations qui voulaient vous faire interdire en 2011, mais c'est une réalité finalement. Oui, c'est clairement notre métier en fait. Donc dire, vous prévenir, vous indiquer à quelle vitesse vous devez rouler, si effectivement il y a un incident de trafic, je dirais, c'est clairement notre métier, voilà, fondamentalement. D'ailleurs, un certain nombre de pays l'ont compris. Alors, on ne parle pas nécessairement de la France, on va parler de nos voisins belges par exemple, où on a des partenariats avec les forces de l'ordre, des partenariats avec les ministères, on a en Italie, on a travaillé aussi en Espagne. Voilà. Après, en France, là, il y a une vision un peu différente des choses, on a un peu plus de mal peut-être à se faire comprendre. Bon, j'en ai pas l'explication, hein, même si j'accompagne Coyote depuis 7 ans, j'ai toujours pas compris. Alors pour finir, je voulais vous dire une chose, c'est que j'ai entendu cet été chez BMW, à l'occasion d'une présentation, l'un des responsables dire que demain, sans service connecté, il serait plus possible de vendre une voiture. Rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire ? En un mot. Hein. C'est l'évolution normale du besoin de connectivité et l'ADN d'une entreprise comme Orange doit satisfaire ce besoin du client, où qu'il se trouve, quand il le veut, et avec un réseau de qualité, y compris dans une BMW, mais dans tous les autres véhicules, bien évidemment. Oui, moi je pense, je interromps, mais je pense que le conducteur, c'est un humain. L'humain est ultra connecté en dehors de la voiture. Il ne peut pas accepter de plus l'être dans la voiture, tout simplement. Et la connectivité de base de son smartphone est dangereuse dans la voiture si elle n'est pas gérée par le constructeur. Un mot chacun, très vite. Et ben moi je suis ravi, et plus il y a de connexion, plus j'aurai de données demain pour faire mieux mon métier d'assureur. Donc, je pense que la connexion, c'est un enabler. En fait, la finalité, c'est plutôt... Un facilitateur en français. Voilà. C'est plutôt les usages de demain de la voiture. Et je pense qu'il y a deux usages qui vont complètement révolutionner. C'est la voiture autonome et aussi la disparition, en tout cas, le partage de ressources par rapport aux voitures. Et là, les véhicules connectés sont indispensables. Donc, c'est vraiment un élément qui va changer les règles du jeu. Merci à tous pour ce débat. À suivre, un expert du digital. Et notre expert du jour, il est venu avec tout son petit matériel, c'est Éric Saint-Frison, directeur du pôle innovation au sein du groupe Largus. Bonjour Éric. Bonjour Laurent. Alors, on va parler des animations du mondial parce qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine de la réalité virtuelle. On voit des lunettes un peu partout et je vois que tu es venu avec tout ton matériel. D'abord, je suis venu avec mon téléphone pour dire que pour ceux qui le souhaitent, c'est pas très difficile d'aller sur le site du mondial ou sur le site de l'Argus pour... Essaie de garder le téléphone fixe si tu le peux. Voilà. C'est donc la fameuse visite 360. La visite virtuelle que l'on peut faire à partir de chez soi, dans sa voiture, au bureau. Dans sa voiture à l'arrêt, de préférence. À l'arrêt, bien sûr. En attendant de pouvoir rentrer dans le parking du mondial, parce qu'il y a beaucoup de monde au mondial, donc ça c'est bien. Donc on peut aller dans les stands, on peut aller dans les voitures, on peut faire le tour des voitures, on peut lire des contenus informatifs. Et on peut le faire avec son téléphone ou on peut le faire en immersion totale, en réalité virtuelle, en utilisant des petits gadgets ou des petits supports très simples et très faciles d'accès. Ça, c'est une paire de lunettes. Ça, c'est en fait, c'est un support qui s'appelle Cardboard, qui est fait par Google. C'est une idée de Google au départ, dans laquelle vous glissez un smartphone et en regardant de ce côté-là, vous avez un casque de réalité virtuelle pas cher du tout. Et puis dans les autres expériences de réalité virtuelle, ça, c'est une boîte lilloise qui s'appelle Omido, qui le fait. Et cette société lilloise, elle a fait ces petites lunettes. On dirait des binocles à l'ancienne, mais en fait, ça se pose sur le téléphone. Là, je ne vais pas le faire parce que sinon, je ne pourrais pas avec ma main. Mais le téléphone se glisse là. Et en mettant le téléphone à l'horizontale en position réalité virtuelle, on peut
se promener dans le salon en regardant les points qui permettent de se déplacer. Donc une liaison avec toute la technologie qui est présentée sur les stands des constructeurs, avec énormément de progrès techniques sur cette découverte immersive du mondial et des voitures. Alors ce qu'on peut voir notamment chez Peugeot, pour mettre en avant donc la nouvelle 3008, ils ont une animation, on met un casque de réalité virtuelle et on peut tester même les aides à la conduite de la voiture. Alors, chez Peugeot, c'est une expérience assez surprenante et assez réussie qu'ils ont mis en place, franchement, où les aides à la conduite sur la sécurité, même le franchissement est mis en évidence à travers les casques de réalité virtuelle de façon magnifique. Chez DS, je ne sais pas si tu y es allé, mais l'expérience de découverte... On se retrouve place de la Concorde, on peut être... est absolument incroyable. C'est vraiment du très très haut de gamme en termes d'expérience. Et on le retrouve chez le concessionnaire, parce qu'on le voit sur le salon, mais pas que. Absolument, d'ailleurs c'est l'idée de la démonstration du futur. C'est la première fois que dans un salon automobile, il y a autant de technologies immersives qui sont mises en évidence, pas pour faire de la conduite sportive ou pour faire des jeux de simulation de pilotage, mais pour proposer aux consommateurs de découvrir la voiture dans différentes configurations, en étant à l'intérieur, en étant à l'extérieur, en se déplaçant même autour de la voiture, comme on pourra le faire demain dans un showroom, ce qui sera le cas chez DS par exemple, chez Volvo qui n'est pas présent au mondial mais qui a déjà annoncé ce type d'expérience pour les consommateurs, ce qui permet de réduire les surfaces en ayant plus de solutions proposées aux consommateurs. Par exemple, tu connais, j'imagine, Audi City, leur showroom en plein cœur de Paris. Fantastique, il y a des écrans géants. Et j'ai même testé donc un système de réalité virtuelle. On essaye l'Audi TT sur la Lune, carrément. Alors, il y a surtout plus de voitures, vraiment. Virtuellement, dans les Audi City. Le premier Audi City à Londres, que j'ai eu la chance de visiter au tout début, c'est la première fois qu'un centre de vente de voitures ne présentait aucune voiture physique. Tout était virtuel, tout était au travers d'écrans ou d'expériences relativement immersives. Et c'est le bouleversement sans doute que démontrent ces expériences sur les stands des constructeurs de façon massive. Chez Seat avec la TK par exemple. Oui, à Barcelone, carrément. Il y a en fait une présence de casques qui est presque plus importante que celle des voitures. Donc on est en train de basculer dans une nouvelle forme d'expérience pour vendre des véhicules. Et c'est un gros investissement pour les réseaux ? Non, parce que, comme je le disais il y a quelques instants, ça vaut quelques euros. Carton, mais sur des casques, on va dire des casques complexes, comme celui de Facebook. L'Oculus Rift. Merci, l'Oculus Rift. Ou celui d'HTC, le Vive et tous ces outils qui sont un peu plus complexes. On est sur quelques centaines d'euros. Il faut des gros ordinateurs pour les faire tourner. Il faut des grosses machines avec des grosses cartes graphiques. Donc oui, il y a quelques milliers d'euros d'investissement, mais c'est pas énorme. Éric Saint-Frison, merci. On enchaîne avec une start-up qui propose d'augmenter l'autonomie des voitures électriques. Avec nous en plateau, Jean-Baptiste Segard, le fondateur d'EP Tender. Bonjour. Bonjour. Rien à voir avec une chanson d'Elvis Presley. C'est un système en fait assez original. C'est une remorque qu'on met derrière une voiture électrique et c'est le prolongateur d'autonomie. Oui, absolument. L'idée, c'est que les voitures électriques sont formidables. Franchement, c'est génial, ces voitures. C'est un agrément extraordinaire. C'est très, très positif pour l'environnement, mais c'est très positif pour soi aussi. Sauf que, de temps en temps, nous tous avons besoin, ou presque tout le monde, 90% d'entre nous, ont besoin de temps en temps de faire des longs trajets. Et si la voiture n'est pas capable de satisfaire ça, alors que les sondages disent qu'un tiers des Français veulent acheter une voiture électrique, mais avec deux conditions. Pas trop cher et capable de faire le long trajet occasionnel. Et voilà, nous ce que nous faisons, c'est permettre ce long trajet occasionnel en ayant un module d'énergie. Alors bon, c'est une génératrice. Et en plus maniable, parce qu'on voit une marche arrière, voilà, exactement. Ça fonctionne. Alors pourtant, une remorque, c'est un peu compliqué en général. Oui, donc c'est une génératrice qu'on attelle à la voiture. Mais avoir une remorque derrière la voiture, une remorque c'est moche, c'est dangereux, c'est pas commode. Alors on a essayé de résoudre ces trois problèmes-là. Donc on le voit sur l'image qui est derrière, on l'a fait joli. On l'a fait commode, on l'attelle en un geste, on vient juste tamponner la voiture, elle se verrouille, donc on ne se baisse pas, on ne met pas un genou à terre, on ne se salit pas les mains, etc. Et surtout, la marche arrière, vous faites marche arrière avec votre voiture, comme vous le faites avec ou sans la remorque, c'est pareil. Alors, ce que vous voulez, en fait, c'est louer cette remorque, c'est être un petit peu l'autolite de la remorque prolongateur d'autonomie. Oui, exactement. Combien de fois dans l'année a-t-on besoin de faire un long trajet, au-delà de 150 ou 200 km? Quelques fois. 3, 4, 5, 10 fois. C'est donc, mettons, 2% du temps. Et pour 2% du temps, vous ne voulez surtout pas être propriétaire de l'objet. Donc c'est de l'économie de la fonctionnalité, on s'insère tout à fait dans les évolutions contemporaines, et vous allez louer ce Tender uniquement les quelques jours de l'année où vous en avez besoin. Vous le réservez sur Internet,
Le jour dit à l'heure dite, vous vous présentez, vous vous identifiez, vous le déverrouillez de la borne, vous l'attelez à la voiture, vous partez, et arrivé à destination, vous le déposez dans un autre point de location. C'est-à-dire que sur 3 semaines de location, vous allez louer 2 jours seulement. Alors la question qu'on peut se poser quand même, c'est que on voit que l'autonomie des batteries va en progressant. Hein. On a entendu parler de 200, 300, 400 km. Du coup, est-ce que cette remorque se justifie encore pour les années prochaines? Oui, je suis très content. Vous me direz, il y a les véhicules existants, bien sûr. Oui, mais je suis très content de voir cette évolution des voitures électriques. Parce qu'on pourra aller encore plus loin avec votre remorque, c'est ça? On pourra faire Paris, Madrid, sans limite. Je roule en Zoé, qui est la voiture de test. Hein, et cette voiture-là, aujourd'hui, 20 kWh de batterie, c'est pas mal. Mais franchement, certains jours, je calcule un peu trop. Donc 40 kWh, formidable. Franchement, c'est vraiment génial. Donc avec 300 km en périurbain et 300 km en usage par beau temps, quotidien et tout ça, vous n'avez plus aucune angoisse d'autonomie. Il restera la question de la charge quand vous allez faire le long voyage. Et là, si vous voulez vous arrêter tous les 160 km, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a toutes les 2 stations Sodexo, et que vous vous arrêtez 1 heure pour recharger la voiture, ça, c'est quand même une sacrée contrainte. Là, tout en roulant, on recharge la batterie. Et là, vous roulez, vous faites ce que vous voulez, avec la même commodité d'une voiture essence. Maintenant, si vous avez le temps, si vous prenez le temps de vous arrêter, par exemple, vous déjeunez, bien sûr, vous rechargez la batterie, ça vous coûtera moins cher, et ce sera mieux pour tout le monde. Alors, la question qu'on peut se poser, parce que je vous suis depuis déjà un certain temps, Jean-Baptiste, c'est qu'est-ce qui motive une start-up comme vous à pousser son idée jusqu'au bout Où trouvez-vous l'énergie chaque matin? D'abord, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'énergie et qu'il faut beaucoup de motivation et beaucoup de résilience. Parce que c'est pas facile du tout, surtout quand on s'attaque à un marché automobile mondial et que vous démarrez d'une page blanche. Alors vous étiez, il n'y a pas très longtemps, juste à côté de ce studio, il y avait l'Innovation Forum mondial, on a vu votre remorque qui était exposée. Est-ce que ça vous a valu des prises de contact? Oui, bien sûr. J'ai pu relancer certains contacts que j'avais pris par le passé avec des partenaires potentiels qui m'intéressent vraiment vivement. J'étais également au Salon Autonomie, d'ailleurs, ces derniers jours, où là aussi j'ai repris des contacts extrêmement intéressants. Par exemple, je voudrais faire une version pile à combustible. Donc je cherche des partenaires pour faire une version pile à combustible. Là, c'est le nirvana, c'est le next plus ultra. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui, au quotidien, fonctionne sur la batterie et il n'y a pas mieux, et qui, sur long trajet, va rester zéro émission et qui pourra fonctionner à l'hydrogène. Et surtout, vous allez pouvoir déployer votre hydrogène progressivement. Et donc, pour revenir sur la question que vous posiez, comment on démarre ça? Moi, je suis parti de citoyen. Je ne faisais pas du tout de l'automobile, je ne viens pas du tout de ce monde-là, j'étais dans le domaine de la gestion d'actifs, je faisais de l'épargne salariale. Bon, et puis, je m'intéressais... Vous avez mis de côté pour financer votre start-up aussi, j'imagine. ça peut aider. Hein. Ma carrière dans la finance m'a aidé effectivement à apporter les premiers sous nécessaires. Et fort heureusement, j'ai bénéficié d'aides, très importantes d'ailleurs, de la part de l'Union européenne et de la région Île-de-France et de l'État français. Donc, je suis très très reconnaissant de ça. Mais donc, mon point de vue, c'était de me dire, voilà, depuis, mettons, 99, littéralement, je me dis, tiens, la voiture électrique, j'aimerais bien que les voitures qui passent dans la rue soient silencieuses. Et donc j'aimerais bien que dans 10 ans, la moitié des voitures soient électriques. Et j'ai mis une gaine pour pouvoir un jour mettre une prise dans mon jardin. C'est parti de là. En 2011, la Zoé et la Leaf. Et je me dis, ouais, ça enfin c'est des vraies voitures, super voitures électriques, mais je ne peux pas acheter ça parce que long voyage. D'où la remorque. Jean-Baptiste Seguin, merci. On termine cette émission, comme d'habitude, avec justement la présentation d'une voiture électrique. Et la Minute Verte est consacrée à la BMW i3. On connaît déjà ce véhicule, mais il a une nouvelle batterie à dimension égale avec un surpoids total de 50 kg. BMW passe à une capacité de 33 kWh et de 94 Ah au lieu de 60. L'autonomie est améliorée de 50%, passant de 190 à 300 km selon le cycle d'homologation et même 400 km si on ajoute le range extender, mais avec la batterie seule, il faut compter sur 200 km réels, y compris avec la clim ou le chauffage, pour arriver à ce résultat qu'une consommation moyenne de 12,6 kWh pour 100 km. Les ingénieurs ont travaillé sur plusieurs paramètres, matériaux, électronique de puissance, soft pour la gestion de la batterie. C'est toujours la technologie lithium-ion. À noter que la marque allemande propose aux clients qui ont déjà une i3 de faire un rétrofit, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent changer la batterie, ça coûte quand même 9 000 €. Voilà, Autotechno, c'est fini. On se retrouve demain pour parler de sport en mode électrique. On évoquera notamment la Formule E. Mais en attendant, les programmes continuent sur la TV du Mondial. Salut à tous.